Bonjour à toutes et à tous. Merci Gaël pour cette introduction. On est ravis de participer à cette nouvelle webconférence sur ce sujet passionnant sur lequel on a eu l'occasion de travailler. On va y revenir dans le cadre de cette présentation. En préambule, quelques mots pour vous présenter ICARE pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, on est un cabinet de conseil spécialisé sur les questions de transition environnementale créé en 2008 et un point d'actualité qui est l'objet de cette diapositive pour partager le fait qu'on a donc rejoint le groupe Bearing Point avec une ambition, c'est de continuer d'une part à faire ce que nous faisons, qui consiste à outiller au mieux possible l'ensemble des acteurs sur les outils et les méthodes permettant de travailler sur la transition environnementale, mais également avec nos collègues de Bearing, d'accompagner la transformation opérationnelle concrète des organisations sur leurs métiers respectifs en prenant en compte les enjeux environnementaux. Côté ICARE, historique, on continue à travailler sur nos six champs d'expertise autour de cette notion générale de l'impact environnemental, autour de plusieurs piliers qui sont affichés ici, le climat, la biodiversité, l'économie circulaire, l'environnement de manière plus générale, au-delà de ces trois enjeux environnementaux plus spécifiques qui amènent des travaux vraiment assez profonds. Et c'est cette expertise environnement qu'on a notamment mobilisée avec notre équipe qui travaille sur des analyses de cycle de vie qui permettent de caractériser l'impact au-delà seulement de l'aspect climat ou de l'aspect de biodiversité. Et puis au-delà de ces expertises environnement, on travaille également sur les impacts sociaux et des problématiques plus larges de développement durable, au-delà du champ stricto sensu des enjeux de transition environnementale. Alors, j'interviens au pied levé pour remplacer Julia sur ces éléments introductifs permettant de reposer le contexte de l'impact environnemental du numérique au niveau mondial en particulier et au niveau français plus spécifiquement. Les chiffres, vous les connaissez peut-être, ils sont exponentiels, on va le voir, et ils sont assez significatifs en termes de nombre d'équipements qui sont aujourd'hui possédés, utilisés par tout un chacun au niveau mondial. 39 milliards d'équipements, près de 4 milliards, plus de 4 milliards d'utilisateurs, 223 millions de tonnes d'équipements, donc 5 fois le parc automobile français, 1,1 milliard de box, 67 millions de serveurs, 20 milliards d'objets connectés, avec des trajectoires qui sont très fortes, avec des doublements de ces chiffres sur des pas de temps qui sont assez resserrés. Parmi les équipements, on a plein de catégories, tous les équipements IT du quotidien qu'on manipule en tant que consommateur, j'aime pas ce terme, mais en tant que citoyen, consommateur, et puis tout ce qui est masqué par rapport à nos pratiques au quotidien, les data centers, les systèmes d'information, le cloud, tout ce qui est dans le nuage, qui est un terme que je trouve toujours assez intéressant dans l'image qu'il véhicule autour des problématiques numériques, l'immatériel qui est profondément matériel, on va le voir, les réseaux de télécommunications, les applications et les nombreux usages qui sont rendus possibles. Des équipements de plus en plus nombreux, 10%, plus de 10% de nombre d'équipements sur 5 ans. Donc, voilà, on est sur des progressions des besoins et des équipements qui progressent rapidement d'année après année, en particulier sur les équipements plus récents. Hein, on le voit avec notamment les smartphones en particulier qui progressent rapidement. Conséquence directe de ce taux de possession d'équipements, eh bien, on a de plus en plus de données qui transitent par ces différents équipements. Augmentation encore beaucoup plus rapide que le taux d'équipement qu'on voyait précédemment. On était sur 10% de l'équipement, mais 46% d'augmentation des flux de données sur tous les supports utilisés aujourd'hui. Ce qui est intéressant de rappeler, mais certainement la plupart d'entre vous le savent, mais quand on voit un certain nombre de prises de position dans les médias, on se rend compte qu'il y a encore un écart très fort entre la perception de ce qui génère de l'impact par les usages du numérique et la réalité sous-jacente. Les vidéos sont ce qui génère le plus de flux de données, 80% des données du web, et en particulier les vidéos en ligne, donc Netflix, en particulier YouTube, les sites pornographiques qui, sur ces quatre usages là en bas à droite, représentent la part significative
des flux de données qui aujourd'hui transitent par l'ensemble de nos équipements, à rebours de ce que l'on voit parfois et de ce que l'on entend parfois dans les médias autour de l'envoi de mails qui est relativement anecdotique et secondaire quand on regarde d'un peu plus près les chiffres sur ce sujet. Conséquences directes à la fois du taux de possession des équipements, mais principalement du flux de consommation des données et donc du recours à des infrastructures dans le cloud, notamment, en tout cas des infrastructures qu'on ne voit pas entre nos mains. C'est une progression très rapide des émissions mondiales liées aux usages du numérique, donc émissions de gaz à effet de serre. Vous avez ici une progression de la part que représente l'ensemble des usages du numérique et donc des consommations, hein, principalement c'est les consommations d'énergie induite sous-jacentes pour rendre possible tous les usages permis. On est aujourd'hui à un ordre de grandeur de l'ordre de 4% en 2020 sur les services numériques. Ce qui est équivalent au transport aérien, on ne va pas rentrer dans un débat sur qu'est-ce qu'on prend en compte, mais ça permet de quand même donner une première idée de la matérialité de l'impact du numérique au regard des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et à un horizon assez court terme, enfin on est déjà aujourd'hui en 2022, on n'a pas le chiffre, hein, mais horizon 2025, la question se pose d'un point d'atterrissage lié à toutes les consommations d'énergie et donc les émissions de gaz à effet de serre de ce secteur qui pourrait de nouveau doubler entre 2020 et 2025. Voilà. Donc on est sur plusieurs types de scénarios en fonction du taux de croissance de ce secteur. Voilà, la question est de savoir à quel moment le numérique pourrait représenter dans sa globalité au niveau mondial autant que tout le transport routier, ce qui permet de mettre un petit peu une image différente sur ce fameux nuage, ce fameux cloud qui rend possible tous ces usages. Alors au niveau français, on a un certain nombre d'études qui ont été menées. Là, on arrive sur des éléments qui sont liés à une étude réalisée par l'ADEME et l'ARCEP, qui permet de poser également une empreinte carbone, une première empreinte carbone du numérique au niveau national, donc 17 millions de tonnes de CO2, 2,5% de l'empreinte carbone. Donc, on couvre bien ici l'ensemble des sujets, les consommations d'une part, mais également tout ce qui est sous-jacent, avec une répartition sur le graphique de droite qui permet de voir que ce sont principalement les terminaux puis les centres de données, mais dans sa globalité, les terminaux qui sont les principaux pourvoyeurs d'émissions de gaz à effet de serre sur ce secteur. Et effectivement, hein, on donne des éléments ici sur la base d'études qu'on partage. Il y a un certain nombre de points qui mériteraient d'être discutés sur les périmètres retenus sur ces différentes études, mais ça permet quand même, dans l'ordre de grandeur, de positionner le secteur au regard des autres secteurs et donc de la contribution du secteur numérique au niveau des émissions de gaz à effet de serre. Les terminaux, donc, qui représentent de 65 à 90% de l'impact, donc là on commence ici à ouvrir un peu des fourchettes, mais qui confirment l'ordre de grandeur, 65 à 90% en fonction du critère environnemental évalué. C'est vrai qu'on parle beaucoup de l'enjeu carbone, mais ce qui est intéressant de regarder sur ce secteur en particulier, mais c'est valable aussi pour tous les autres secteurs, et c'est ce qu'on est, nous, attachés à faire au niveau d'ICARE. On souhaite bien regarder l'ensemble des enjeux environnementaux et de l'impact des secteurs sur l'ensemble des enjeux environnementaux. Si on regarde effectivement sur d'autres critères, le recours à des ressources fossiles ou le recours à des ressources telles que les métaux et les minéraux, on a une lecture qui peut être un petit peu différente sur la nature de la contribution de certains usages liés au numérique. La catégorie écran et matériel audiovisuel qui remporte la majorité des impacts pour tous les indicateurs, en particulier les téléviseurs, et le fait que les mesures qui visent l'allongement de la durée d'usage des terminaux, qui devraient adresser l'ensemble des équipements au-delà des smartphones, ce sont deux éléments qui sont mis en avant par cette étude réalisée par l'ADEME et l'ARCEP. Les centres de données, 4 à 20% de l'impact environnemental, hors donc purement carbone. Vous voyez sur le graphique de droite qu'on a des lectures un peu asymétriques
si on regarde d'autres sujets, notamment l'aspect consommation d'énergie, qui ressort spécifiquement, alors que l'empreinte carbone dans sa globalité, liée notamment à la construction des infrastructures, est un point important à prendre en compte, donc pas uniquement la consommation. Donc les centres de données qui représentent le deuxième vecteur d'impact environnementaux au sens large, sur 3 des 4 indicateurs considérés, et les serveurs qui sont la source principale de l'impact des centres de données via leur fabrication et leur utilisation. C'est toute la différenciation qu'il faut faire entre une lecture purement liée à l'utilisation, aux consommations d'énergie directe et tout ce qui repose sur l'énergie grise et tout le poids lié à la fabrication en amont qui est un enjeu assez important, et on le voit ici sur ce graphique. Quelques éléments aussi pour terminer sur la répartition de l'indicateur changement climatique dans le cycle de vie. Ça fait le lien avec ce que je disais précédemment. La phase de fabrication des équipements, les terminaux, les serveurs, les box, l'ensemble des équipements qui représentent 78% de l'empreinte carbone, et l'utilisation est seulement, entre guillemets, la deuxième source d'empreinte dans le cycle de vie global des équipements. C'est un point important, qui fait aussi beaucoup débat dans un certain nombre de communications qui sont faites plutôt sur les médias grand public, où voilà, lorsqu'on aborde le débat, par exemple, sur les antennes 5G, on a beaucoup d'éléments de communication qui polarisent autour de la performance environnementale, de la performance en termes de consommation moins importante de ces antennes par rapport à celles existantes, mais qui derrière masque le sujet d'envergure qu'on a bien en tête, qui est l'empreinte carbone de la fabrication d'une part de ces équipements, mais aussi tout ce que cela rend possible en termes d'usage par la suite, à partir du moment où on déploie des moyens permettant d'augmenter le flux de données et donc d'augmenter également les besoins de fabrication avec des objets de plus en plus connectés. Donc voilà, empreinte de la fabrication qui est un enjeu majeur, et puis le volet utilisation, deuxième source d'empreinte carbone dans l'ensemble du cycle de vie des équipements. Sur les autres indicateurs environnementaux, voilà, c'est quelques éléments ici qui sont indiqués, qui permettent de replacer, on va dire, ce qu'on évoque sur ce secteur du numérique qui a également des impacts hors carbone. C'est presque évident, mais ça vaut le coup de le rappeler. Et que voilà, quand on le remet en perspective par rapport à d'autres impacts, ça devient assez tangible. 10% de la consommation, par exemple, électrique française, qui repose sur les usages du numérique. Quelques éléments aussi pour terminer. On a ici une représentation de l'extraction mondiale de matières premières entre 1900 et 2015, avec des, vous voyez, 3 temps, on va dire, d'accélération liés à un certain nombre de développements d'infrastructures dans tous les sens du terme, et à partir des années 2000, une très forte progression, notamment de consommation de minéraux non métalliques en particulier. Et donc l'empreinte sur les ressources est aussi un enjeu très fort pour un secteur qui n'a rien d'immatériel, je l'ai déjà dit, mais je pense que ça vaut le coup de le redire. C'est un secteur profondément matériel quand on y regarde de près. Et on ne le voit pas ici sur ce graphique, mais il joue certainement un rôle non négligeable dans ce besoin accru de ressources permettant de rendre possible tous ces usages du numérique dont on va parler dans le cadre de cette webconférence. Avec dernière chose, l'exemple sur un smartphone, un objet du quotidien assez concret. D'une part, il fait 4 fois, c'est des éléments d'ordre de grandeur, il nécessite aussi le recours à beaucoup de fabricants, et il repose aussi sur des assemblages qui nécessitent de faire transiter beaucoup de matières premières. Un smartphone fait 4 fois le tour du monde avant d'arriver dans notre poche. C'est un exemple indicatif de l'envergure de tous les composants qui sont mobilisés pour fabriquer un tel équipement. Il contient en moyenne 50 métaux différents, dont 15 sont rares ou extraits dans des zones géopolitiques instables. On ne parlera pas nécessairement de la géopolitique autour de ces enjeux sur les ressources dans le cadre de cette webconférence, mais voilà, ça donne un peu une idée de la nature des ressources qui sont mobilisées pour fabriquer un tel équipement, et il contient environ aujourd'hui 2/3 de matières recyclables, ce qui positionne aussi un enjeu en termes de circularité de ces ressources qui sont non neutres. Donc 70 kg, dont 2/3 environ pour l'extraction des matières premières. Ça permet de donner un ordre de grandeur aussi sur ce volet ressources qui est voilà, en complément des enjeux carbone, un point important à regarder et qu'on a bien considéré dans le cadre des éléments qu'on va vous présenter. Je vais laisser la parole à mon collègue
Tom pour vous présenter le cadre réglementaire et un ensemble de généralités sur l'évaluation environnementale des services numériques. Et puis ensuite, on viendra sur le troisième temps de notre présentation, qui, c'est un petit point qu'on n'a peut-être pas précisé, mais ce sont des résultats que vous avez en avant-première d'une étude qui sera publiée très prochainement par l'ADEME. Elle devait être publiée aujourd'hui, mais voilà. Donc, résultats en avant-première pour les participants à cette webconférence. À toi, Tom. Merci Léo. Bonjour à tout le monde, donc Tom Nico, donc chef de projet Sobriété numérique à Equer. Donc je vais essayer de faire aussi bien que Julien Meyer de l'ADEME qui malheureusement a le Covid et vous parler un peu du cadre réglementaire et en fait les différentes aussi les différents référentiels, les différents outils qui existent en fait pour évaluer son impact. Donc, on est pas mal finalement de discussions là dans le chat. Il faut savoir que l'ADEME a mené un certain nombre d'études sur le sujet du numérique. Notamment à l'échelle nationale, il y a une étude qui fait référence, qui a été publiée en janvier dernier sur l'impact environnemental du numérique en France. Donc, c'était une étude ACV, donc analyse de cycle de vie, qui a été réalisée par le consortium Deloitte et Neya Octet, et qui a donné un certain nombre d'ordres de grandeur. Et c'est une étude qui a duré une certaine durée, et en tout cas qui fait référence en France. Et avant, effectivement, on peut citer d'autres études qui ont été publiées sur le sujet, comme du côté de Greenity, du côté du Shift, etc. Shift Project. Il y aura aussi donc un volet prospectif qui va sortir dans le cadre de cette étude d'ici la fin de l'année, c'est-à-dire au regard des scénarios de transition 2050 de l'ADEME, est-ce que finalement, quelle est la part du numérique et comment on va évaluer l'impact environnemental du numérique. Voilà. Et nous, donc, à Equer, avec, au sein d'un consortium avec aussi Hublot, Greenspector, CIDIET et Respublica, on travaille finalement à l'impact environnemental numérique à l'échelle de région Grand Est. Ça sera aussi une déclinaison de ce qui a été mené à l'échelle nationale, à l'échelle d'un territoire, sachant qu'on sait très bien que tous les leviers d'action, en tout cas à l'échelle des collectivités, c'est là que ça se joue. Donc, notamment à travers les plans climat, les SRADET, voilà. Et puis là, en fait, il y a aussi un certain nombre d'études à l'échelle d'un usage. Donc, il y a eu aussi une étude qui a été menée de l'impact environnemental du reconditionnement d'un smartphone, qui a été publiée en mars, avec son confrère Hublot. Et donc, voilà, donc il y a deux études, dont celle qu'on va vous présenter juste après, sur l'impact finalement de la digitalisation des services culturels. On va vous présenter ça par la suite. Et l'ADEME aussi commencé une étude sur l'impact des campagnes publicitaires papier vs numérique. Ah. Grosso modo, à droite, je ne vais pas y revenir parce que donc, Léo en a parlé, mais vous avez quelques grands ordres de grandeur sur notamment voilà, la comptabilisation des équipements numériques. Et on voit qu'en France, c'est assez énorme. Et c'est pour ça qu'il faut bien avoir en tête que c'est la fabrication des équipements qui est le premier enjeu et c'est pas le mail que je comparais, si je puis me permettre, à un peu du pipi sous la douche, quoi. Voilà. Ensuite, il y a aussi un cadre législatif qui est assez important pour le numérique au cours des dernières années. Donc, on a eu la loi GEC en février 2020 qui a notamment voilà, fait une loi sur l'indice de réparabilité donc, qui a été lancée et qui est déployée pour un certain nombre d'équipements. On a aussi l'indice de durabilité qui doit donc advenir d'ici 2024. Donc, l'indice de réparabilité, là, on est vraiment sur comment réparer les équipements, est-ce qu'ils sont réparables, etc. Et puis l'indice de durabilité, ça va prendre des enjeux multicritères et l'ADEME travaille dessus avec certains services de l'État. Donc il y a aussi une loi qui a permis en fait que vous, depuis le 1er janvier 2022, vous avez les fournisseurs d'accès Internet, donc les 4 grands opérateurs télécoms, qui communiquent l'empreinte carbone moyenne de vos consommations, donc à la fois réseau fixe et réseau mobile. Donc l'ADEME a travaillé dessus sur une méthodologie pour évaluer cet impact-là et aussi collecter un certain nombre de données. Donc, il y a eu voilà, l'ADEME et l'ARCEP qui ont une aide d'émission pour travailler sur ce sujet-là. Notamment, l'ARCEP a vu une compétence sur l'impact environnemental numérique en partenariat avec l'ADEME. En 2021, on a eu une feuille de route sur tout ce qui est numérique et environnement. Et surtout, en novembre dernier, on a eu la loi REEN. La loi REEN, c'est la loi de réduction de l'empreinte environnementale du numérique. Donc là, finalement, ça vient instituer finalement un observatoire sur les impacts environnementaux du numérique avec l'ADEME, l'ARCEP et maintenant l'ARCOM, l'enseignement CSA. Aussi pour les collectivités de plus de 50 000 habitants, il y a aussi une stratégie numérique responsable qui doit être mise en place à partir de 2025. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est assez important. On a aussi la création de référentiel général d'éco-conception des services numériques, et notamment la DIM aussi a travaillé sur ce sujet-là. Et puis, il y a eu des recommandations aussi sur la formation des consommateurs sur l'empreinte environnementale de la vidéo en ligne. Et là, on pourra vous en dire quelques mots par la suite. Donc là, ce qui est important à noter aussi, c'est qu'avec l'ADEME et l'ARCEP,
il y a aussi un certain nombre de référentiels qu'on peut émerger, c'est-à-dire se poser la question, si on doit évaluer l'impact environnemental d'un service numérique, d'un data center, comment on fait? Quel est le référentiel commun? Parce qu'aujourd'hui, vous avez, en tout cas sur le marché, et c'est notre point de vue, un certain nombre d'acteurs, je prends l'exemple du cloud, où finalement, il y a des acteurs qui vont communiquer des choses, je suis neutre en carbone en 2023, on n'a pas que ces temps, mais personne n'a la même méthodologie. Et là, par exemple, je vais vous parler d'un article qui a été publié par Boavista il y a pas très longtemps sur ça. Donc voilà. Donc finalement, il y a différents donc, référentiels qui sont sortis, qui en fait sont compliant avec un certain nombre de normes ISO notamment, de référentiels de SIU, etc. Et là, l'ADEME a publié un certain nombre de référentiels, notamment tout ce qui concerne les PCR, donc ce qu'on appelait le référentiel général de services numériques. Donc ça veut dire quand on doit prendre en compte l'impact d'un service numérique, qu'est-ce qu'on prend en compte? Grosso modo, il faut prendre en compte à la fois tout ce qui concerne ce qu'on appelle les tiers, les terminaux, les data centers et aussi les équipements. Si vous prenez l'un et vous oubliez les autres, vous passez à côté finalement d'un certain impact. Voilà. En tout cas, tous ces référentiels sont compatibles avec la norme ISO 14040 et 14044 d'ACV, donc d'analyse de cycle de vie. Et puis donc, l'ADEME a aussi publié donc, un référentiel sur tout ce qui est fourniture d'accès à Internet. Et là, il y a aussi une utilisation des différents référentiels sur tout ce qui est réseau télécom d'entreprise, et puis data center et cloud. Donc là, c'est des méthodologies qui sont en consultation dans le cadre de groupes de travail où tous les professionnels du secteur et les personnes qui le souhaitent peuvent joindre ce groupe de travail. Voilà. Et puis de manière générale aussi, on se pose souvent la question, ouais, les entreprises qui viennent nous voir ou des collectivités, voilà, nous, on veut faire le bilan carbone de notre DSI, on veut évaluer l'impact environnemental multicritère de notre DSI. Comment on fait? Nos services ou notre organisation. Il existe en tout cas dans la base impact un certain nombre de facteurs d'impact qui existent et d'autres vont être ajoutés suite au travail avec MediaOctet. Et puis, donc je parle de MediaOctet, il y a aussi MediaOctet qui a travaillé sur une base de données qui est privée, qui est payante, mais avec un grand nombre en tout cas de facteurs d'impact. Et ensuite, vous avez aussi des acteurs comme Boavista qui vont venir finalement collecter des données constructeurs sur tout ce qui est équipement, donc PC Pro, PC portable, PC fixe, serveur, etc. Et donc, tout est en open source. Et donc, je vous invite à aller voir cette base de données-là si vous le souhaitez. Voilà. Donc, un peu voilà les différents outils pour faire de l'évaluation environnementale. Donc, pour récapituler, vous pouvez faire de l'ACV de services numériques, vous pouvez faire de l'ACV de produits, etc. Et puis aussi, vous pouvez aussi faire finalement des bilans carbone de DSI qui sont intégrés dans un cadre un peu plus large en vous basant sur ces différents référentiels. Et à chaque fois, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est se baser sur les référentiels de l'ADEME qui disent bien de prendre en compte à la fois tout ce qui est terminaux, tout ce qui va concerner tout ce qui est data center, cloud, et ce qui va concerner aussi réseau de transmission, donc télécom. Voilà. Donc pour tous ces sujets-là, en tout cas d'outils et de réglementation, là j'ai fait le tour. Donc là, on va passer à une petite session de questions-réponses avant de passer à la présentation de l'étude sur l'ACV des services culturels. Alors, on a une première question, on va répondre en direct. Est-ce que ces outils prennent en compte une multicritère ou se fondent uniquement sur l'équivalence carbone? Alors, donc là, on parle de référentiel, pas exactement d'outils, mais vous pouvez faire une ACV multicritère et qui comprennent en compte l'ensemble des étapes du cycle de vie, ça c'est important. Et après, vous pouvez très bien juste utiliser l'indicateur carbone. Par contre, il peut y avoir des biais, c'est-à-dire qu'une bonne recommandation sur le climat peut avoir finalement ça peut être problématique sur d'autres sujets, par exemple des ressources. On a vu que le numérique, les deux sujets principaux, il y en a d'autres, hein, c'est d'un côté le carbone et de l'autre l'épuisement des ressources. Donc il faut avoir vraiment une vue limite planétaire et on peut avoir des bonnes solutions pour l'un et qui sont des mauvaises solutions pour l'autre. Voilà, on a une question ensuite sur l'obligation des acteurs du numérique par rapport à la loi AGEC et à la loi Rennes. Par rapport à la loi AGEC, je vais essayer de répondre. Sur l'indice de réparabilité, en tout cas, les acteurs doivent communiquer en tout cas des informations et afficher et faire de l'affichage environnemental. Et c'est l'ADEME qui est en charge de toutes ces questions autour de l'affichage environnemental. Et par rapport à la loi Rennes, à ma connaissance, pour les entreprises, il n'y a pas d'obligation à date, il y a une obligation pour les collectivités. Par contre, on sait aussi que l'ARCEP est en train de mener un trait de collecte des données auprès des différents acteurs, télécoms, et
un peu plus large demain avec les équipementiers, etc. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on va peut-être répondre en direct à celle-là. Alors, comment faire pour récupérer l'info des flux de données réels au sein d'une entreprise? Alors, pour cette question-là, je suis en train de réfléchir. Alors, quand on fait l'aspect de service numérique, on va s'intéresser à cette question-là des flux de données. Par contre, pour récupérer ça, je dirais que cette question-là, je veux dire, ce que vous voyez, vous, par exemple, quand vous avez un serveur, etc., c'est soit le nombre de CPU, donc si c'est les calculs, ça se passe au niveau des processeurs, ou sinon, si c'est ces données qui sont stockées, je dirais que l'image des données qui sont consommées, c'est la consommation d'énergie, notamment de tout ce qui est serveur, etc. Et là, je laisse, je peux Alexis répondre si tu veux compléter. Alors, je ne réponds pas exactement à la question, je pourrais vous répondre ça de manière ultérieure en réfléchissant un peu plus. Je peux vous répondre sur la base d'impact. Donc les nouveaux facteurs d'impact qui sont issus de MediaOctane, il y en a un certain nombre, seront intégrés prochainement dans la base d'impact, qui d'ailleurs va devenir la base d'empreinte, puisque la base d'empreinte sera la fusion de la base carbone et de la base impact. Voilà. Ces données sont-elles suffisantes pour mener un bilan carbone? En tout cas, c'est des données génériques qui pourront être utilisées dans le cadre d'un bilan carbone, comme tout facteur d'émission d'un bilan carbone. Et en tout cas, il n'y a pas d'obligation de passer par la base MediaOctane, qui est une base payante. Donc, il y aura en tout cas un nombre minimal de facteurs d'impact qui seront intégrés. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Référentiel data center et service cloud. Donc là, c'était un référentiel qui est en consultation du côté de l'ADEME et de l'ARCEP. Donc, c'est l'ADEME et l'ARCEP qui vont publier ce référentiel d'évaluation environnementale. Voilà. Alors, je vais répondre à une question. Donc là, effectivement, on parle d'impact, je dirais, impact brut. Donc finalement, quel est l'impact environnemental numérique? Il existe des méthodologies, effectivement, pour essayer d'estimer ces bénéfices environnementaux s'il y en a. En tout cas, la contribution nette du numérique. Donc l'impact peut être positif, l'impact peut être négatif. Notamment, il y a des méthodologies qui existent, qui sont faites par GESI. Par contre, ce qu'il faut éviter de faire, c'est que vous pouvez avoir des cas d'usage. Donc se demander, par exemple, est-ce qu'à l'échelle de l'entreprise, si tu mets en place, je sais pas, le télétravail, est-ce que va y avoir un gain ou non? Par contre, ces cas d'usage, on ne peut pas les extrapoler. Et ça, c'est important. On sait que nous, il y a des études qui sont sorties à l'échelle de GSMA ou GESI qui disent pour une tonne de CO2 émise pardon, par le numérique, il y en a 10 qui sont évitées. Personnellement, je trouve que c'est très discutable. Et en tout cas, on a des chercheurs qui travaillent sur ce sujet, comme Gauthier Rossil, par exemple. Je vous invite à lire son article Les effets indirects du numérique. Et en tout cas, ça pose la question des méthodologies qui sont actuellement présentées. Et en tout cas, il faut se baser bien sur la littérature scientifique prévue par les pairs pour avoir en tout cas, je dirais, des études rigoureuses à ce sujet. Mais en tout cas, c'est possible. Qu'est-ce qu'on a comme... alors là, il y a une question sur les noms des organismes des chercheurs qui travaillent là-dessus. On a cité Gauthier Rossil, on sait aussi qu'on a EcoAfo du CNRS avec Madame Françoise Partout qui travaille là-dessus. En France, historiquement, Green IT est quand même précurseur sur ces sujets-là, avec Freddy Bordage. On a l'Institut du numérique responsable, l'Alliance Green IT, vous avez Boavista, la Fresque du numérique, Técologie. Voilà, il y a un gros nombre en tout cas d'acteurs, et désolé si j'en ai oublié, qui travaillent sur ce sujet-là. Et l'idée, c'est aussi d'avoir des réflexions communes et aussi des outils open source pour pouvoir finalement traiter cette question-là. Donc, je vous mettrai ça dans le chat, Madame Papette, et comme ça, vous aurez des références. Très bien. Alors, ça, c'est traité. Ça aussi. Donc, par rapport à Green IT Analysis, je vous propose de vous répondre ultérieurement. Je ne vais pas avoir de réponse spontanée à amener.
comment concilier télétravail et impact numérique? Alors, là, je peux vous répondre. Donc, il y a l'ADEME aussi qui a sorti une étude sur l'impact du télétravail, et notamment les effets rebonds qu'il peut y avoir, parce qu'effectivement, le télétravail, vous allez avoir, vous êtes à votre domicile, donc vous n'allez pas faire de déplacement du travail pour aller au bureau. Par contre, chez vous, vous allez aussi consommer l'énergie du chauffage pour vous chauffer. Vous pouvez être seul chez vous. Si possible aussi, on peut voir aussi que des personnes qui sont au domicile font plus de visio ou consomment plus d'équipements qu'au bureau. Et par ailleurs, on a aussi constaté qu'il y a certaines personnes qui sont en télétravail et qui disent, comme je me déplace moins, je vais plus faire des week-ends à l'autre bout de la France où je vais essayer de plus me déplacer, je vais avoir plus de déplacements de loisirs, etc. Donc c'est une question qui est assez complexe et il faut prendre en compte l'ensemble finalement des comportements à une échelle un peu plus globale pour voir finalement et vérifier que le télétravail a vraiment un impact qui soit positif. Et je voulais juste compléter ce qu'évoque Tom pour élargir même la question. C'est une question assez complexe qu'on nous pose de plus en plus souvent quand on accompagne des clients, des organisations publiques ou privées, sur la contribution du service numérique ou d'une solution numérique à une réduction effective des émissions de gaz à effet de serre quand on regarde bien une approche globale. On a aujourd'hui beaucoup de questions qui sont posées notamment dans le secteur des transports sur la mise à disposition d'un certain nombre d'applications numériques ou d'outils numériques dont les réponses ne sont pas évidentes. Et ça, c'est un enjeu et un chantier assez important sur la contribution en général de ce secteur et des services rendus par rapport à un fonctionnement et des solutions aujourd'hui qui existent dans tous les secteurs. C'est une question assez complexe. Donc là, je propose peut-être de passer à la suite, parce que je pense que l'intérêt aussi de ce webinaire, c'est sur la présentation de l'étude qu'on a faite avec l'ADEME. Là, on va vous présenter un peu ce qu'on a fait. Donc, c'est une étude qui a été lancée donc, en septembre 2021, donc, qui a été mandatée par l'ADEME, dont on a été les réalisateurs et réalisatrices. Et c'est une étude qui a été aussi revue. Il y a une revue critique par un panel de 3 experts, Étienne Lespererasso, Laurent Eskenazi et Eric Fourboul, donc Étienne de Taille et Laurent-Éric de Hublot. Et donc, c'est une étude qui a été pilotée par l'ADEME par Julien Meyer. Voilà. Donc, on va vous présenter donc, les résultats de cette étude. Et on remercie à la fois toute l'équipe en interne et les anciennes personnes d'Eker, je vois que Caroline Catalan est présente, qui ont contribué à l'étude, et aussi finalement tous les partenaires, les entreprises qui seront cités dans le rapport, des fournisseurs de services numériques, qui ont aussi permis d'aboutir à cette étude ACV. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on s'est intéressé à 4 services culturels. 1. Lire un livre. 2. Écouter la musique. 3. Regarder un film. Et 4. Jouer à un jeu vidéo. Donc, on sait que c'est pour ces 4 services connaissent une digitalisation. Je m'explique. Avant, et encore maintenant, on lit des livres sur papier, et petit à petit, il y a des nouveaux usages, type liseuse numérique, qui sont apparus. Donc, on a finalement des formats numériques qui viennent soit remplacer des usages qu'on appelle historiques, ou soit s'ajouter. En pratique, il y en a quand même beaucoup qui viennent s'ajouter. Et donc nous, effectivement, au début de l'étude, on avait employé une terminologie qui était un peu service physique et service numérique. Ce qu'il faut quand même préciser, c'est que tout est matériel et il n'y a jamais 100% de dématérialisation. Et ça, c'est important et vous allez voir au cours de l'étude. Donc l'objectif de l'étude, c'est de mener une ACV comparative entre finalement ces services physiques entre guillemets et numériques, afin de comprendre les impacts environnementaux et surtout identifier des leviers de réduction. Donc à la fois tout au long de la chaîne de valeur du côté fournisseur et aussi du côté utilisateur. Donc, on a utilisé pour ça un outil qui s'appelle l'analyse de cycle de vie. Alors, là, ça peut paraître un outil un peu barbare, mais c'est un outil d'évaluation environnementale qui est basé sur des normes ISO, les normes ISO 14040 et 14044. Et en fait, l'ACV, c'est une méthodologie pour évaluer l'impact environnemental avec une approche cycle de vie. Ça veut dire qu'on vient prendre en compte l'extraction des matières premières, la fabrication, la distribution, l'utilisation et la fin de vie et le recyclage. Donc finalement, du berceau à la tombe, on vient prendre en compte toutes ces étapes et en fait, on vient regarder un certain nombre d'indicateurs environnementaux, donc l'empreinte carbone, la santé humaine, la qualité de l'écosystème, l'empreinte de l'eau, les ressources naturelles. Il y a beaucoup plus d'indicateurs environnementaux, donc là, c'est un exemple, mais l'approche, elle est bien multicritère et elle est bien basée sur des métriques. Voilà. Et donc cette étude-là suit les normes et surtout a fait l'objet d'une revue critique afin de valider la conformité de l'étude. Et ça, c'est important. Alors, comment on a fait pour appliquer l'ACV au service culturel?
déjà, ce qu'on a dû faire, on a dû définir une unité fonctionnelle pour chaque service. Par exemple, c'est de dire, on va considérer 1 heure de visionnage de film. Ça, c'est important. On sait que ça introduit des biais, mais ça permet de comparer des scénarios sur une même base. Donc, par exemple, 1 heure de film, jouer aux jeux vidéo pendant 1 heure, etc. Donc, ensuite, tous les tiers, entre guillemets, à la fois équipement, infrastructure réseau et data center sont inclus dans le périmètre. Donc, conformément donc, au référentiel de l'ADEME. Par exemple, voilà, on sait que les coûts de musique sur un CD, il faut un CD, une chaîne IFI, etc. Voilà. Ensuite, on a considéré l'ensemble des étapes du cycle de vie, donc à la fois donc, fabrication, transport, utilisation et fin de vie. Ensuite, on a mené des allocations, mais Alexis pourra en parler parce que c'est un gros sujet, pour ramener ces impacts par unité fonctionnelle. Et là, ça introduit aussi des biais, des limites, mais en tout cas, ça permet de comparer ces différents éléments. Par exemple, voilà, l'impact de la TV, on l'a ramené à l'heure d'utilisation en divisant par la durée vie totale pour avoir un impact unitaire. Alors ensuite, donc ça c'est pour illustrer un petit peu ce qu'on vient de se dire sur le périmètre. Donc ça c'était voilà, un graphique qui vient de Carbon Trust qui a travaillé sur ce sujet-là aussi au Royaume-Uni. Donc vous avez bien finalement les data centers qui sont considérés, donc le stockage sur le cloud par exemple. Vous avez tous les réseaux aussi télécoms, que ce soit les réseaux fixes, réseaux mobiles, tous les CDN, etc. qui sont considérés. Et puis vous avez finalement les équipements utilisateurs qui sont évidemment considérés parce qu'on sait que la fabrication des terminaux, c'est quand même le premier sujet de l'impact environnemental du numérique. Alors, nous, on a considéré un certain nombre d'indicateurs. Donc, par exemple, on présentera l'indicateur changement climatique. On a aussi considéré des indicateurs ressources minérales et métalliques. Et là, encore une fois, on a pris en compte des indicateurs qui sont compliants avec la norme en vigueur qu'il faut considérer, donc la norme EF. Donc là, voilà, pour plus de convenience, parce que sinon on serait capable de vous faire un webinaire de 3 heures, mais ça vous intéresse peut-être moins, on va juste prendre en compte les indicateurs changement climatique et ressources minérales et métalliques. Il faut savoir que dans le cadre de l'étude, on a regardé d'autres indicateurs, ceux qui sont marqués là. Alors, ensuite, on a considéré un certain nombre de scénarios, donc pour les cas d'usage. Donc par exemple, pour lire un livre, on a défini une unité fonctionnelle qui est lire à au moins 300 pages. On a considéré un scénario physique et un scénario numérique. Et ça permet finalement de comparer pas que un scénario physique entre guillemets et un scénario numérique, mais comparer aussi les différents scénarios entre eux. Donc, c'est-à-dire, si on rajoute des équipements, quel impact ça a, et aussi on a fait des analyses de sensibilité sur différentes conditions d'usage. Donc pour la musique, on a considéré donc l'écoute de musique pendant 1 heure, donc avec différents, je dirais, différentes conditions d'utilisation. On a, pour l'unité regarder un film, défini une unité qui regardait un film pendant 1 heure en France en 2020. Et pour le jeu vidéo, là c'était un peu plus complexe. On a considéré donc l'unité jouer à un jeu vidéo pendant 1 heure en France et considéré par exemple des jeux au format disque, donc ça c'est assez historique, des jeux qui sont téléchargés en ligne, et aussi on a considéré des nouveaux usages qui apparaissent, notamment l'usage cloud gaming, qui est souvent un gros sujet qui est traité. Voilà. Alexis viendra vous développer en tout cas ces différents scénarios et les différents résultats qu'on peut avoir sur chacun de ces scénarios. Si une petite remarque avant de passer la main à mon collègue Alexis, c'est que, c'est important, le caractère physique ou numérique des scénarios peut être discuté. Finalement, les scénarios dits numériques restent intrinsèquement physiques. D'ailleurs, il y a des infraréseaux, des équipements. Et finalement, les scénarios numériques sont ceux aussi qui utilisent Internet. Et Internet, finalement, c'est pas un monde virtuel où il n'y a pas un impact matériel derrière. Voilà. Par contre, effectivement, on peut avoir une certaine dématérialisation du contenu. Par exemple, le DVD. Voilà, aujourd'hui, on n'a plus de support pour regarder un film sur une plateforme de VOD. Et deux, ce qui est important aussi à avoir en tête pour considérer les limites, c'est que la comparabilité des scénarios peut être discutée. C'est que les scénarios ne rendent pas forcément tous le même service. Par exemple, entre le streaming audio et un CD, voilà, aujourd'hui, c'est plus rare les gens qui se baladent avec des baladeurs, des Walkman, comme on disait, ou alors c'est aussi plus rare, je sais pas, je dirais, enfin, on a envie, voilà, on va pas se balader avec sa chaîne IFI dans les transports en commun. Voilà. Et après, on a ajouté un certain nombre de scénarios numériques pour couvrir plus d'usages, même s'ils sont plus éloignés des scénarios historiques, pour aussi considérer finalement des usages qui sont actuels. Et donc, peut-être pour vous parler aussi un peu de l'approche qu'on a menée,
Donc, on a considéré à la fois, nous, des données primaires. Donc, on a discuté avec un certain nombre de fournisseurs quand c'était possible. On a regardé la littérature scientifique, la littérature grise dans des entreprises. On a considéré un certain nombre d'informations, comme le débit de données, la course d'énergie, la durée de la vie, etc. Et puis, on a aussi considéré des données qu'on appelle secondaires. Finalement, c'est des données d'impact environnemental. Donc là, nous, on a utilisé à la fois la base de données Mediaoctet et certaines données qui sont issues d'EcoEvent. Par exemple, on a eu des données sur le mixétrie français, ou on a eu des données sur l'impact environnemental de production d'un smartphone, une TV, etc., etc. Et ça, nous, on a mis ça dans notre modélisation ACV. Voilà. Et donc là, je vais aller assez sur ça et je vais passer surtout la main à Alexis qui va vous présenter un peu les différentes données qu'on a considérées. Merci Tom, bonjour à tous. Donc, Alexis Burguburu, je suis consultant senior en ACV chez iCare et je vais reprendre la main sur le partage d'écran, comme ça ce sera plus facile. Voilà. Hop. Et voilà. Et je vais maintenant faire un peu plus je vais rentrer un peu plus dans le détail sur les données qui ont été utilisées dans cette étude. Même si on va passer rapidement, on va essayer d'aller plus rapidement aux résultats qu'on va vous présenter en exclusivité. Mais donc concernant les données, notamment les données primaires qui ont été utilisées, les premières données qui sont très importantes, c'est les durées de vie et la façon dont on a alloué, dont on a amorti les impacts de fabrication et de fin de vie de tous les éléments qui sont dans ces scénarios. Parce que comme on inclut ces impacts de fabrication, on a besoin de les amortir et de considérer ce qu'on appelle des critères d'allocation. Donc, il y a différents critères d'allocation qui ont été considérés selon les éléments. Par exemple, le nombre d'utilisations sur la liseuse numérique, le temps d'utilisation sur les équipements comme la télévision et le volume de données transférées sur tout ce qui est réseau. Je vais prendre un exemple concret. Sur la télévision, on a une durée de vie de 8 ans. On considère, d'après le baromètre du numérique de l'ARCEP, un temps d'utilisation d'environ 3 heures par jour. Donc, ce qui fait un total sur toute la durée de vie de la télé de plus de 8000 heures d'utilisation. Et donc, quand on regarde l'impact de l'utilisation d'une heure de cette télévision, eh ben, on va prendre une fraction de l'impact de la fabrication, 1 sur 8000, voilà, pour toujours compter, pour toujours amortir les impacts de fabrication et de fin de vie des éléments. Voilà sur ces données. Ensuite, je fais un deuxième focus sur les données de débit binaire considéré et de taille de fichier numérique. Pour tout ce qui concerne les services numériques, c'est aussi des données qui sont très importantes parce que l'impact de la transmission sur les réseaux et l'impact des data centers va en partie être lié à ces débits binaires selon les services et aux tailles de fichiers transférés pour nos services numériques. Donc, on a par exemple pour le streaming vidéo, pour répondre à une question qui a été posée, considérer un débit de environ 2,8 gigaoctets par heure, d'après des données de l'étude de Carbon Trust qui a été faite en collaboration avec Netflix. Et sur toutes ces données-là, on va tester tout un tas d'analyses de sensibilité pour prendre en compte différents usages. Donc, par exemple, sur la vidéo, regarder en plus faible qualité, on peut descendre à 1 gigaoctet par heure jusqu'à 7 gigaoctets par heure si on regarde en UHD ou en 4K. Voilà, sur ces données, on a également les tailles de jeux téléchargés. Je fais juste un petit focus là-dessus parce que ça va nous servir. Quand on regarde le service jeux vidéo, où on va télécharger un jeu vidéo avant de pouvoir y jouer, c'est très important de savoir la taille du jeu vidéo et ça varie beaucoup entre les jeux vidéo. Donc, par défaut, on a considéré un jeu d'environ 75 gigaoctets, mais on a fait des analyses de sensibilité avec des jeux légers de 6 gigaoctets jusqu'à des jeux très lourds de 120 gigaoctets. Voilà sur les données de modélisation. Et on passe maintenant aux résultats, en commençant par le service Lire un livre, donc qu'on a étudié. Et on vous présente ici les résultats par défaut sur les deux scénarios donc, physiques et numériques qu'on a étudiés, le scénario sur livre papier et le scénario sur liseuse numérique, avec les données par défaut.
Donc, vous voyez afficher ici les deux indicateurs auxquels on s'intéresse aujourd'hui, changement climatique et ressources minérales et métalliques. Et vous voyez que par défaut, c'est le scénario sur l'ISO numérique qui a le plus d'impact. Et on voit que sur ce scénario-là, la contribution de la transmission réseau en orange et des data centers en violet est presque invisible. Elle est vraiment négligeable parce que l'impact lié au téléchargement du e-book est négligeable. Le e-book a un très faible poids. C'est plutôt l'impact de la fabrication de la l'ISO numérique qui va être amorti sur toute sa durée de vie, qui contribue le plus aux impacts qu'on observe ici. Donc évidemment, tout dépend de l'amortissement considéré. Par défaut, on a considéré un total de 23 lectures sur la durée de vie de la liseuse. Ça peut paraître faible, mais c'est ce qui semble la moyenne parmi les usagers. Et ça va beaucoup dépendre d'un usager à l'autre. Donc, on va essayer de traiter ça par des analyses de sensibilité qu'on va voir juste après. Et sur le livre, c'est la même chose. Un livre papier peut être utilisé une fois, peut être acheté neuf, peut être acheté d'occasion, peut être loué et utilisé un grand nombre de fois. Et ça va beaucoup dépendre d'un utilisateur à un autre. Et il faut faire des sensibilités pour prendre en compte tout ça. Après, il faut savoir qu'il y a d'autres équipements qui peuvent être utilisés pour ce service. On peut lire sur tablette, on peut lire sur smartphone. Et d'autres scénarios ont été analysés dans l'étude complète, mais ne sont pas présentés aujourd'hui. Mais vous pourrez les consulter lorsque l'étude sera publiée sur le site de l'ADEME. Voilà, je passe maintenant aux analyses de sensibilité sur ce service. Donc, on a fait ce qu'on appelle une analyse des points de bascule entre ces deux scénarios. Ce qu'on appelle point de bascule, c'est le nombre de lectures à partir duquel l'impact cumulatif devient plus faible sur la liseuse que sur le format papier. Donc, plus on va, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain nombre de lectures, on va suffisamment amortir la liseuse pour que son impact cumulatif soit plus faible que si on avait fait que acheter des livres neufs ou même des livres d'occasion. Et donc, ce qu'on voit, c'est que quand on regarde l'indicateur changement climatique, ce point de bascule se situe à 50 lectures. Donc, c'est-à-dire qu'au-delà de 50 lectures, l'impact avec une liseuse a été plus faible que si on avait lu uniquement sur des livres papier neufs, achetés neufs. Mais si on considère que les livres ne sont pas forcément achetés neufs, sont achetés par exemple d'occasion, qu'ils ont servi plusieurs fois, on a un point de bascule qui se situe plutôt à 100 lectures, voire à 250 lectures si on prend vraiment une hypothèse haute d'utilisation du livre papier. Ensuite, si on regarde sur l'indicateur ressources minérales et métalliques, encore une fois, c'est différent parce que l'impact de la liseuse est plus important sur les ressources que le livre papier par rapport au changement climatique. Donc là, on a un point de bascule qui est encore plus haut. Il faut aller jusqu'à 200 lectures pour amortir son impact sur les ressources par rapport au scénario livre papier. Voilà sur le scénario lire un livre. On passe maintenant au dernier service, jouer à un jeu vidéo. On a voulu vous présenter ce service en deuxième parce que c'est un des résultats les plus intéressants. Ici, donc, on présente 3 scénarios différents. Le premier scénario à gauche, c'est le jeu sur disque et sur console et télévision. Le second scénario, on peut appeler scénario numérique parce qu'on n'a plus besoin du contenu disque, du support de contenu disque, mais on va télécharger le jeu directement sur sa console et on reste à équipement équivalent. On a toujours une télévision et une console. Et le troisième scénario, c'est un scénario encore plus digitalisé, disons, où cette fois-ci, on joue en cloud gaming. Donc, le cloud gaming, c'est un usage qui est encore marginal, mais qui est attendu à se développer très fortement dans les années qui viennent, qui consiste à ne même plus avoir besoin de console, puisque la puissance de calcul est déportée dans les data centers. Donc, typiquement, là, on a pris un scénario où on a juste besoin d'une télévision et d'une box TV pour pouvoir jouer sur cloud gaming. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'en gris, c'est la contribution de la console qui joue énormément sur l'impact des scénarios sur console, donc que ce soit sur disque ou sur jeu téléchargé, tandis que l'impact du disque ou du téléchargement du jeu reste assez faible avec les données par défaut.
Ça vient du fait qu'on a considéré qu'on jouait au jeu un certain nombre d'heures, donc l'amortissement est assez important. Donc, on ne voit pas beaucoup ces impacts-là ressortir. Et pour le cloud gaming, comme on se passe de la console, on réduit son impact, mais en revanche, le débit binaire qui est associé au cloud gaming est vraiment très élevé. On est par défaut à 13 gigaoctets par heure. Donc, quand on se souvient du débit qu'on a sur la vidéo, c'est vraiment très important. Et là, ça revient aussi à ce qu'on disait au début sur le fait qu'il n'y a jamais de 100% de dématérialisation. Et si on pourrait parler de dématérialisation parce qu'on n'a plus besoin de console à la maison, mais ça ne veut pas dire que l'impact a complètement disparu. On a juste déporté l'impact dans les data centers et il reste toujours un impact très important et auquel il faut faire attention. Sachant en plus que sur le cloud gaming, le débit binaire peut monter jusqu'à 19 gigaoctets par heure si on joue en haute définition. Et on va le voir par la suite dans les analyses de sensibilité. On a aussi un cas où le cloud gaming peut être joué sur console, ce qu'on pourrait appeler un cas de suréquipement, c'est-à-dire qu'on a toujours une console, mais on joue en cloud gaming, donc on a l'impact de la console plus l'impact des data centers derrière. On va voir ça par la suite. Et il y a évidemment plein d'autres équipements qui sont utilisables pour ces scénarios, comme des PC portables ou fixes, ou des smartphones. Et donc, on a investigué d'autres scénarios qu'on ne présente pas aujourd'hui, mais qui seront disponibles dans l'étude complète. Voilà, je passe maintenant aux analyses de sensibilité, en commençant par les analyses de sensibilité sur les tailles de jeu et les débits binaires. Donc, ici, on a testé les résultats avec des jeux téléchargés qui sont soit beaucoup plus légers, jusqu'à 6 gigaoctets, soit beaucoup plus lourds, jusqu'à 120 gigaoctets, et le cloud gaming avec un débit binaire plus faible ou plus élevé. Et on a également rajouté un scénario sur ce graphique avec le cas de suréquipement dont je parlais, où on utilise une console, mais on joue quand même en cloud gaming. Et donc là, on voit que autant sur le jeu téléchargé, le fait que le jeu soit très léger ou très lourd, comme il est amorti sur un grand nombre d'heures, ça ne va pas forcément beaucoup jouer sur l'impact. En revanche, sur le cloud gaming, le fait de jouer en basse résolution ou en haute résolution peut fortement faire varier l'impact du cloud gaming. Et dans le cas du suréquipement, on voit que c'est le scénario qui a le plus d'impact dans tous les cas, parce que, encore une fois, on a l'impact de la console plus l'impact amont des data centers. Voilà. Ensuite, ce qu'on dit, c'est que les analyses de sensibilité qui sont présentées ici ne prennent pas en compte des temps de jeu plus courts. Par défaut, on est toujours sur des jeux qui sont amortis sur un grand nombre d'heures, 180 heures pour le disque et le jeu téléchargé. Donc forcément, ces scénarios-là ont un impact limité. Et il faut tester également des temps de jeu plus courts, parce que ça peut arriver qu'un joueur décide de ne tester un jeu que pour quelques heures et d'arrêter d'y jouer. Et c'est ce qu'on va tester dans la slide suivante. Donc, dans cette slide, on a encore fait une analyse de points de bascule, comme sur la liseuse, mais cette fois sur le jeu, où on s'intéresse au temps de jeu total en considérant des temps de jeu très faibles. Donc, au lieu de prendre 180 heures, comme on l'a vu, ici, on regarde des temps de jeu total sur le jeu de moins de 20 heures. Et on voit que l'impact du cloud gaming à équipement équivalent, donc là, on a bien considéré dans les deux cas qu'une console est utilisée, l'impact du cloud gaming peut être plus faible que si on télécharge un jeu pour y jouer, si on joue moins de 8 heures de jeu. En fait, ça veut dire que si un joueur souhaite tester un jeu pour un court temps, c'est inutile de télécharger les 75 gigaoctets de jeu pour n'y jouer que 3 ou 4 heures, tandis que le cloud gaming peut être intéressant. Mais ensuite, si on décide d'y jouer un certain nombre d'heures, ce n'est pas intéressant de rester en cloud gaming et de continuer à avoir un débit binaire qui est très, très important. Ouais, c'est vraiment la question de l'amortissement du jeu qui joue. Donc, on voit ça sur l'indicateur changement climatique, un point de bascule à 8 heures de jeu. Évidemment, si on joue en cloud gaming à plus haute définition, le point de bascule est plus faible, on tombe à 4 heures de jeu. Et si on regarde sur l'impact ressources minérales et métalliques,
on a des points de bascule qui sont à peu près similaires. Dernière chose, on a également affiché sur ces graphiques le scénario où on joue sur un jeu léger. Et c'est ce qui peut arriver quand on souhaite tester un jeu et potentiellement des jeux assez courts qui peuvent être finis en quelques dizaines d'heures. C'était plus logique de comparer le cloud gaming avec ce type de jeux qui peuvent être très légers. Donc là, en l'occurrence, c'est un jeu de 6 Go. Et on voit que pour le jeu de 6 Go, c'est presque toujours le jeu téléchargé qui a un impact plus faible que le cloud gaming. Encore une fois, parce que l'impact du transfert va être assez faible. Donc, même si on l'amortit que sur quelques heures, ce sera toujours plus faible que d'avoir une consommation de données énorme pour le cloud gaming. Voilà sur le jeu vidéo. Et je vais passer très vite sur le reste des résultats parce qu'on a pris déjà un peu de retard. Mais je voulais quand même présenter les impacts les résultats qu'on a trouvés sur le service Regarder un film. Donc là, on présente les deux scénarios, film DVD sur télévision et film en streaming sur télévision. Donc on est à équipement équivalent. Et dans ce cas-là, le film sur DVD a un impact plus important. Ça vient surtout du fait que le DVD est amorti sur un nombre d'heures assez faible. Par défaut, on a considéré 2 utilisations du DVD. Donc forcément, s'il faut produire un DVD toutes les 2 films, ça va représenter un impact important. Tandis que dans le cas du streaming, on a un débit binaire qui reste élevé, mais ça représente un impact quand même plus faible. On voit quand même que la contribution des réseaux est non négligeable et ça va beaucoup dépendre de la définition vidéo utilisée. Voilà, vous pourrez consulter le reste des analyses de sensibilité et des scénarios sur ce service dans l'étude complète. On a également regardé le service écouter de la musique. Et donc là, c'est un peu plus mitigé, c'est-à-dire que l'impact du scénario en streaming est potentiellement plus élevé sur le changement climatique. Mais en revanche, le fait de se passer de chaîne Hi-Fi, aujourd'hui, on a des équipements qui vont potentiellement être plus petits qu'une chaîne Hi-Fi dont on avait besoin pour le CD, peut faire qu'on a un impact plus faible sur les ressources. Là, en l'occurrence, ce qu'on montre ici, c'est un scénario avec une petite enceinte connectée qui a un impact plus faible que la chaîne Hi-Fi. Mais évidemment, il y a plein d'équipements qui peuvent être utilisés, même pour la musique en streaming. Et une recommandation générale qu'on va vous donner après, c'est la multiplication des équipements est vraiment importante pour diminuer son impact, éviter la multiplication des équipements, typiquement avec une enceinte, plus une chaîne Hi-Fi, plus un casque, etc. Voilà, donc encore une fois, vous pourrez consulter toutes les analyses de sensibilité dans l'étude complète. Et on passe maintenant aux limites de l'étude qu'il faut garder en tête. D'abord, en ce qui concerne la disponibilité et la représentativité des données, le secteur du numérique est un secteur qui évolue très vite et qui est relativement récent. Donc, on a encore peu de données. Il y a encore une forte opacité des données sur tout ce qui concerne les data centers et le cloud. Et on a des données qui sont très vite obsolètes, comme c'est un secteur qui évolue très vite. Donc, ce qui entraîne une variabilité importante des paramètres et des résultats et des incertitudes sur les résultats. Tout d'abord, lié à cette variabilité des données, mais on a également, comme sur toutes les SAV, des incertitudes sur certains indicateurs. Donc, le changement climatique, on considère que c'est un indicateur qui est assez robuste, on a peu d'incertitudes. En revanche, sur tout ce qui concerne, par exemple, l'indicateur de ressources, les modèles de caractérisation d'impact sur les ressources sont très complexes et possèdent encore un niveau de confiance un peu plus faible, donc des incertitudes un peu plus importantes. Et enfin, la limite la plus importante, c'est la non prise en compte de l'effet rebond. C'est un biais qu'on retrouve dans toutes les ACV. On étudie les impacts par unité fonctionnelle. Donc, c'est-à-dire qu'on a comparé 1 heure de film en DVD avec 1 heure de film en streaming, mais on ne prend pas en compte le fait que la digitalisation de ce service culturel
c'est sûrement accompagné d'un effet rebond et d'une forte augmentation du volume de visionnage de ce service. Et on a aussi d'autres effets indirects du numérique qui sont non pris en compte, qui ne rentrent pas dans le périmètre de cet ACV. Donc, c'est vraiment important de garder ça en tête quand on interprète ces résultats. Et ça montre la nécessité d'avoir une vision holistique, globale de l'impact, hors périmètre de l'étude. Et vous aurez par exemple le volet prospective de l'étude ADEME-ARCEP qui va être publié dans quelques temps, il me semble, qui étudiera ce type de questions. Voilà sur les limites de l'étude. Et on va faire un rapide focus sur l'effet rebond dont je parlais justement, avec une illustration sur le visionnage de DVD et de vidéos en streaming. Alors ici, c'est vraiment un calcul de coin de table, disons un calcul illustratif pour donner un exemple d'effet rebond et ce que ça pourrait représenter. Donc, on a pris en compte les volumes de vente de DVD en 2012 et en 2020. Donc, on voit que ces volumes de vente ont été divisés par 2. Et on a également pris en compte le nombre d'heures de visionnage de vidéos d'après des données du baromètre du numérique de l'ARCEP. Et on voit que ce volume de vidéos en ligne a plutôt été multiplié par 4. Donc, si on calcule l'empreinte carbone globale liée au visionnage de vidéos sur DVD et de vidéos en ligne entre 2012 et 2020, bien que l'impact carbone de la vidéo en ligne est plus faible, l'empreinte carbone globale a été multipliée par plus de 2, étant donné que le volume de vidéos en ligne a explosé par rapport à la diminution du visionnage de DVD. Voilà. On passe maintenant aux recommandations et je vais laisser la main à Tom pour vous présenter ces recommandations. Merci Alexis. Donc là, on va parler un peu de recommandations. Donc là, on a fait une sélection. Déjà, pour prendre un peu de hauteur, l'idée, c'est de se poser la question, comment intégrer la sobriété numérique tout au long de la chaîne de valeur. Souvent, dans les études, on voit qu'effectivement, on va que parler des utilisateurs, on va dire, ah, voilà, il faut que les consommateurs fassent ci, fassent ça. Nous, on s'est intéressé à la fois aux fournisseurs et aux utilisateurs parce qu'on estime que chacun doit contribuer tout au long de la chaîne de valeur et que c'est pas soit l'un du côté fournisseur ou soit l'autre du côté consommateur. Donc là, on va commencer par les utilisateurs de services culturels numériques. On va essayer de balayer en fait point par point et service par service qu'est-ce qu'on pourrait recommander. Donc il y a des recommandations qui sont générales et il y en aura d'autres qui sont plus spécifiques et qui seront détaillées dans le rapport. Donc si on parle de liseuse, évidemment la première recommandation, et ça c'est le cas pour tous les équipements, hein, c'est prolonger la durée de vie de la liseuse avec des protections de type verre trempé, des coques pour limiter la risque de casse. Parce qu'on on sait qu'il y a parfois des risques sur tout appareil, mais que c'est aussi le rôle de prendre soin de l'appareil. Ensuite, c'est amortir son équipement, c'est-à-dire si on possède une liseuse, privilégier son utilisation et peut-être pas acheter plein de livres et à la fin les liseuses, peut-être faire un choix aussi. Parce qu'on a vu qu'il y avait cette question du point de bascule, et après, effectivement, on voit que la partie bonne d'une liseuse est amortie au bout de 5 ans de lecture par rapport à des livres papier neuf. Donc si on achète une liseuse, voilà, c'est pas pour lire un ou deux livres, hein, c'est pour lire aussi un certain nombre de livres numériques. Donc ça, c'était pour la liseuse. Pour le streaming musical, je dirais que c'est éviter la multiplication des équipements auxiliaires, donc chez une fille enceinte minorité. Voilà, et si par exemple dans une famille, c'est aussi important de laisser à des cas d'usage. Si quelqu'un a déjà une enceinte, c'est pas la peine d'en acheter une deuxième. Ensuite, c'est aussi utiliser le téléchargement en local pour réduire la consommation de données. Donc ça, c'est important. Et ça fait le lien avec justement le quatrième point, c'est que si par exemple vous voulez écouter le dernier album je sais pas, de Beyoncé dans les transports en commun, bah, c'est mieux le télécharger en local sur réseau fixe chez vous avec la fibre, plutôt que télécharger via le réseau mobile 4G ou 5G. Enfin, plutôt 4G en général. Voilà. Et aussi, préférer des qualités inférieures. Si vous êtes dans le métro et qu'il y a plein de bruit autour de vous, est-ce que vous allez vraiment voir la différence entre une qualité standard et une qualité vraiment haute, quoi. Donc c'est aussi ça qu'il faut questionner. Pour les films en streaming, vous allez avoir un peu le même type de recommandation, hein, c'est diminuer la définition vidéo. Est-ce qu'on a tous besoin d'être en 4K, en UHD bientôt en 8K? On voit que la Commission européenne se penche aussi sur ces questions-là. L'idée, c'est aussi de voir est-ce qu'on peut regarder des vidéos en 480p, en 720p. Ça, c'est important. Ensuite,
prolonger la durée des équipements qu'on utilise, ça c'est toujours la recommandation numéro 1. Privilégier des équipements d'occasion recollectionnés, ou encore mieux, je dirais, c'est si par exemple vous êtes une famille, c'est mieux que tout le monde regarde le film sur son canapé, sur une télé à 4 ou 5, et éviter que chacun et chacune regarde son épisode de série favorite dans sa chambre, etc. Ça, c'est un peu basique, mais la mutualisation, quand même, c'est quand même une arme redoutable de sobriété numérique. Donc ça, voilà, c'est finalement comment aussi on peut intégrer plus de collectivité dans nos différents usages. Et ensuite, sur la question des jeux vidéo, donc à la fois, enfin, c'est pareil, hein, c'est prolonger la durée des équipements parce qu'on sait que la console est assez impactante dans un pack global, dans l'unité qu'on a défini. Éviter la multiplication des équipements. Donc voilà, c'est aussi est-ce que pour jouer, je sais pas, à un jeu qui est peu gourmand, on a besoin d'un PC de gaming? Est-ce qu'on a besoin de s'acheter une deuxième console alors qu'on n'a pas fini son dernier jeu sur sa précédente? Est-ce qu'on a besoin aussi finalement de plus d'équipements de type caisse de réalité virtuelle? Et là, ça fait le lien un peu avec le métavers et je vous invite à lire en tout cas la tribune qui est publiée sur Bon Pote avec cet nombre d'acteurs du jeu vidéo. Et donc voilà, et c'est aussi de se dire, est-ce qu'on a besoin de télécharger des jeux auxquels on jouera ou pas beaucoup, quoi? Est-ce qu'on a besoin de tous les acheter maintenant? Est-ce qu'on n'a pas besoin de finir le jeu? Voilà, il y a des jeux qui demandent 100 heures de jeu. Est-ce qu'il ne faut pas d'abord le finir avant d'en acheter un autre? Donc voilà. Donc si on équipe une console, c'est recommandé de privilégier le téléchargement du jeu devant le cloud gaming, sauf si on veut tester le jeu sur un gros temps. Et là, finalement, dans notre étude, ça fait aussi le lien avec une étude qui a été menée par Joshua Aslan, qui travaille aujourd'hui à Sony, qui a fait une thèse de 3 ans sur ce sujet-là, et qui aboutit à la même conclusion. Et en cloud gaming, voilà, c'est aussi, comme on sait que la consommation de données est conséquente, diminuer la définition du jeu quand c'est possible, c'est quand même aussi une action qui est assez efficace. Et pour finir, donc, au niveau des fournisseurs de services culturels, parce qu'on a parlé des consommateurs, consommatrices, mais c'est aussi important d'avoir une approche un peu plus globale. C'est évaluer l'impact environnemental des services numériques par la CV, idéalement de manière ex ante. C'est quand même mieux qu'on mesure, par exemple, on évalue l'impact environnemental du métavers avant qu'il soit lancé, plutôt qu'après, quand on aura un certain nombre de cas d'usage. Et ensuite, ça nous permettra d'éco-concevoir les services numériques et se dire aussi, finalement, une fois qu'on a lancé une technologie, quel cas d'usage? Pour exemple, de la 5G. Donc, le Haut Conseil pour le climat a fait effectivement un avis sur ça. Ils ont dit, effectivement, ils étaient d'accord avec, on aura dû faire une évaluation ex ante. Et maintenant que c'est lancé, il faut se poser la question, quels cas d'usage sont utiles d'un point de vue social, d'un point de vue environnemental? Ça, c'est une question qui se pose. Ensuite, c'est effectivement, de manière générale, quand on peut héberger ces données dans des applicatifs ou ces applicatifs dans des data centers plus performants. Donc là, c'est aussi une question qui est plus large. On ne rentrera pas dans le détail. On pourrait faire un webinaire de 2 heures sur le sujet. Mais il y a la question du PIE, de la localisation dans un pays avec une intensité carbone qui est plus basse, la consommation en eau. Voilà, c'est mieux des technologies en refroidissement adiabatique que des refroidissements en eau, surtout qu'on a des sécheresses comme cet été. Hein. Il y a un exemple aux Pays-Bas qui est assez parlant. Et puis surtout, il faut être exhaustif dans le calcul d'impact environnemental. Et aujourd'hui, on se rend compte que pour tout ce qui est data center et cloud, c'est pas forcément le cas. Il y en a qui vont pas très loin dans le scope 3. Et encore, je vous invite à lire l'article de Boalissa sur ce sujet. Et de manière générale, par exemple, pour le streaming audio, c'est désactiver les vidéos animations pendant la lecture des titres, enfin de manière je dirais par défaut. C'est aussi encourager finalement, je dirais, le smart cache, c'est-à-dire que une fois que si vous écoutez 50 fois le même morceau, en le téléchargeant une fois, c'est bien et en le gardant en local, et c'est pas la peine de le télécharger à chaque fois 50 fois. Quoi. Et puis adapter aussi la qualité de l'audio aux performances de l'équipement. Pour le streaming vidéo, là par exemple, c'est réduire la définition vidéo par défaut, que ce soit sur des plateformes de VOD ou sur des plateformes de type YouTube, ça pourrait être bien qu'en tout cas ça soit défini. Et surtout, il y a quelque chose qui provoque l'effet rebond aussi, c'est cette question de la lecture automatique. L'effet binge-watching, il est quand même encouragé par cette technologie d'autoplay, et ça peut être utile de se questionner sur ça. Et puis aussi, informer l'utilisateur de son temps de visionnage, ça peut être aussi bien, comme ça, je pense que c'est assez marquant, si on voit, j'ai passé 1000 heures, on se rend pas compte, et parfois on est un peu, comment dire, on est embourbé dans plus de visionnage. Et pour le secteur du jeu vidéo, c'est aussi privilégier des petites résolutions de jeux, plutôt que d'encourager du matériel qui soit du matériel pour du 4K, du 8K, de la réalité virtuelle. Chercher aussi à minimiser la consommation de données, donc en termes de gameplay, d'interface, qu'est-ce que ça vaut le coup d'avoir
des gros jeux AAA qui consomment pas mal de données, qui sont assez lourds, etc., etc. Et puis aussi jouer sur tout ce qui est consommation électrique des consoles et éco-conception, que ce soit sur le volet fabrication ou sur le volet consommation d'énergie. Et puis après, il y a aussi des techniques de load as you progress, c'est-à-dire que vous n'avez peut-être pas à télécharger tout le jeu dès le début, si vous ne finissez pas, peut-être que vous pouvez télécharger qu'une partie. En tout cas, voilà, c'est un certain nombre en tout cas, de recommandations. On a bien d'autres dans le rapport. Et là, on va passer à une séance de questions-réponses pour pouvoir avoir vos réactions sur l'étude d'une part et répondre à des questions plus techniques d'autre part. Voilà. Merci en tout cas de votre attention pour cette présentation de l'étude et merci beaucoup à l'ADEME d'avoir lancé cette étude. Alors, au niveau des questions-réponses, je ne sais pas si Alexis, tu veux répondre à la question du renouvellement des équipements data center, du coup. Oui, alors concernant les équipements des data centers, effectivement, il y a un taux de renouvellement qui est assez important. Et là-dessus, on a suivi les données qui sont publiées dans le rapport ADEME-ARCEP, le volet 2 sur les infrastructures data center notamment. Donc on a de mémoire une durée de vie de 3 ou 4 ans sur les serveurs, ce qui est relativement faible. Et sur les jeux vidéo, là on est dépendant des données qui sont publiées dans Negaoctet. Donc la console qui est proposée dans Negaoctet en termes de facteur d'impact est une console assez récente, mais effectivement, c'est des choses qui peuvent vite évoluer. Alors, je peux répondre à la deuxième question sur les jeux multijoueurs. Malheureusement, non, on n'a pas une finesse de modélisation assez importante pour ça. Donc, on n'a pas de différence entre des jeux multijoueurs et solo dans notre modélisation. Dans la réalité, c'est possible. En tout cas, ce que nous, on a pris en compte, c'est le débit de jeux en ligne. Donc, même quand on joue sur disque ou sur jeu téléchargé, on a toujours la possibilité de jouer en ligne, en mode multijoueur, par exemple. Mais le débit qui est associé à ce jeu en ligne reste assez faible. De mémoire, c'est de l'ordre de 80 mégaoctets par heure. Donc, ça reste très faible par rapport au débit qu'on peut observer en cloud gaming, par exemple. Parce qu'on a juste besoin d'échanger des données de commande, en fait. Alors que dans le cloud gaming, c'est vraiment, on stream le jeu en entier. Je vais répondre à une question de Monsieur Gross. Faut-il pas lier les impacts carbone à la contribution du PIB en France? À titre personnel, je pense pas qu'une croissance, en tout cas, à l'échelle globale, en tout cas, d'économie soit compatible avec des objectifs de l'accord de Paris. Donc ça, c'est personnel. Par contre, effectivement, après, il serait utile en fait de voir la contribution nette budgétaire du numérique. Et c'est en ça aussi que l'ADEME et l'ARCEP je pense on produit des analyses et produiront des analyses intéressantes prospectives pour l'impact du numérique. C'est vrai que c'est une question qu'il faut se poser, on sait que pour les entreprises, en tout cas pour l'économie, il y a un certain nombre de questions qui se posent. Et il faut aussi avoir, voilà, est-ce que finalement l'économie n'a pas plus à perdre à terme, que ce soit sur un sujet climat, biodiversité, ressources. Et c'est aussi la question de l'économie qui se pose quand on parle de changement climatique ou de lune planétaire. Donc c'est aussi il faut aborder ça de manière systémique et effectivement il y a plein de questions derrière qui se posent. Il y a la question environnementale, les questions sociales, les questions économiques et il faut mettre ça au regard de cet enjeu-là. Effectivement, ça on n'a pas regardé ça dans cette étude qui était une étude ACV, donc qui s'est concentrée uniquement sur le volet environnemental. Ensuite, je peux répondre à la question sur la conso énergétique décarbonée. Donc effectivement, ça c'est quelque chose qui n'a pas été pris en compte. Il y a de plus en plus d'hébergeurs, par exemple, qui annoncent avoir une consommation électrique décarbonée, soit parce qu'ils ont des garanties d'origine sur leur électricité, soit parce qu'ils produisent eux-mêmes de l'électricité avec des énergies renouvelables. Et ça n'a pas été pris en compte, même si ce serait intéressant de regarder ça effectivement. Mais nous, on a considéré dans tous les cas un mix électrique français. Et pour vous répondre aussi, en fait, il y a deux approches quand on parle quand les entreprises parlent d'électricité verte, entre guillemets. Nous, en ACV, on prend quand même l'approche physique, qui est l'approche, je dirais, location-based,
quand on parle de bilan carbone ou de Edge protocol. Donc, c'est une approche que quand vous avez l'électricité chez vous, c'est de l'électricité qui vient du réseau électrique. Voilà. Et après, il y a des mécanismes de marché qu'on appelle mécanismes market-based, où là, effectivement, il y a différents mécanismes qui existent, du type garantie d'origine, du type Power Purchase Agreement, qu'on appelle PPA. Et là, je dirais qu'il y a un peu une progression. Il faut des garanties d'origine avec des garde-fous. Par exemple, quand vous allez acheter des garanties d'origine, il faut que ça soit additionnel. Il ne faut pas que ça soit des installations hydrauliques qui datent d'avant 2015, sachant qu'on sait principalement à un moment donné que les garanties d'origine, c'était des garanties d'origine qui ne permettaient pas de développer du solar PV ou de l'éolien. Donc, quand c'est le cas, c'est plutôt bien parce qu'on sait qu'on aura besoin d'énergie renouvelable. Et par ailleurs, après, il y a encore mieux, il y a les PPA. Mais aujourd'hui, on a un problème d'offre de PPA. Il y a beaucoup plus de demandes des entreprises que d'offres. Et par ailleurs, c'est plutôt les grosses entreprises de type GAFAM qui aujourd'hui ont une consommation de PPA qui est forte. Et encore après, il y a l'autoconsommation. Si sur un data center, on met des panneaux solaires pour attendre l'autoconsommation, ça peut être aussi utile. Donc, c'est un sujet qui est à étudier en tout cas. Ensuite, je peux répondre à la question de Marianne Ferré sur le réemploi, le taux de réemploi des équipements, l'aspect low-tech, etc. Alors ça, c'est quelque chose qui n'a pas été tout à fait pris en compte. Encore une fois, on est dépendant des données qui existent, des données secondaires. Donc typiquement, tout ce qui est équipement reconditionné, par exemple, ça n'a pas été pris en compte. On a uniquement des équipements neufs dans la base de données Négaoctet. En revanche, sur les réemplois, on a essayé de traiter cette question, par exemple, sur le livre. On sait que le livre papier peut être réutilisé un très grand nombre de fois. C'est un équipement, entre guillemets, qui a une durée de vie importante. Donc, on a montré que voilà, plus on réutilise le livre, si on l'achète d'occasion, on peut avoir vraiment un impact faible. Et ensuite, pour tous les équipements, on rappelle bien que il faut prolonger au maximum la durée de vie de ces équipements. Et donc, la question de réemploi rentre un peu là-dedans. Si on utilise un ordinateur qui a déjà été utilisé avant, on peut considérer que c'est une façon de prolonger sa durée de vie. Voilà. Je vais répondre peut-être à la question de Julien Maillard. Avec la question de l'encodage vidéo, effectivement, c'est des sujets qu'on a abordés avec différents fournisseurs. Après, là, l'idée, c'est qu'on a aussi pris une approche qui était peut-être plus macro, qui a considéré ces enjeux-là, mais on n'avait pas en tout cas des données disponibles notamment, à disposition par les fournisseurs pour aller plus loin sur ça. Et donc ça, sur ces questions-là, ce serait intéressant d'étudier ça avec une entreprise en particulier. On sait que, par exemple, sur les cités, il y a par exemple l'inspecteur qui avait travaillé avec McKenna sur ce sujet, il y a une étude qui est disponible. Donc, c'est les sujets qu'ils ont pu aborder. Mais là, c'était une étude générique à l'échelle française. Donc, on avait un petit peu moins ces données à disposition. Ensuite, je peux répondre à la question d'Héloïse Dano sur le projecteur. C'est une bonne question. Le projecteur n'a pas été inclus dans cette étude. Ce serait intéressant de regarder. Je n'ai pas du tout en tête l'impact d'un vidéoprojecteur par rapport à une télévision. En tout cas, ce qui est sûr, encore une fois, ce qu'on recommande, ce qu'on met toujours dans nos recommandations, c'est d'éviter la multiplication des équipements. Donc, ça peut être intéressant d'avoir un vidéoprojecteur si ça permet d'éviter l'achat d'une télévision. Effectivement, ça peut demander une enceinte en plus. Ça demande à regarder de plus près. Mais en tout cas, c'est sûr que multiplier les équipements avec plusieurs enceintes, une télévision, un projecteur, etc., c'est ça qui représente le plus d'impact dans le numérique, c'est la multiplication des équipements. Je vais répondre à une question de M. Frédéric Pascal. Donc, effectivement, dans le scope de l'étude, la réalité immersive pour l'apprentissage n'était pas traitée. Finalement, toutes les questions en fait, de réalité virtuelle, etc., n'ont pas été traitées parce qu'on en parlait peut-être un peu moins il y a 2 ans quand un peu d'offres était sorti. En tout cas, c'est une question qui est très intéressante. Nous, on serait très preneurs aussi d'avoir, politiquement, d'avoir une étude ACV sur ces questions de réalité virtuelle, etc., de réalité immersive. Et aussi d'avoir un peu une étude un peu sur les cas d'usage et sur une contribution nette en ayant des référentiels et des reviews critiques par les experts. Quand on ajoute vos données jeux vidéo sur impactcod.fr, donc ça sera à discuter avec l'ADEME. Je ne sais pas si vous avez vu, mais hier, et je vous recommande ça, l'ADEME, Datagir a mis à jour son site Impact CO2 sur les usages du numérique. Donc là, il y a certaines données qui viennent de Négaoctet, effectivement, qui vont intégrer la base Impact. Et peut-être qu'effectivement,
ce sera à l'ADEME de répondre ensuite sur l'intégration de d'autres données, mais il y en aura d'autres qui vont arriver, effectivement. Alors, une question peut-être de Marianne Ferré qui est un peu plus large. Donc, prendre en compte, favoriser la société entreprise d'impact sur la mission, mesurer les impacts de l'économie sociale et solidaire, est l'heure du jour. Alors, du côté ADEME, je pense que je ne sais pas si c'est en cours. En tout cas, effectivement, ça serait intéressant d'avoir cette approche-là. En tout cas, d'avoir cette approche en fait, de la contribution nette. Je prends un exemple. Nous, on a un cabinet de conseil. Si on fait des missions pour un secteur qui est peu carboné ou très carboné ou qu'on les aide à se décarboner, quel est l'impact final? C'est toujours une question, je dirais, Scope 3 très aval, qui serait utile à étudier par ailleurs. Une autre. Pouvez-vous montrer un tableau synoptique avec l'impact de chaque heure? Je ne sais pas si tu as ça sous la main. On n'a pas ça sous la main. Non. Dans le support de présentation que vous recevrez, vous pourrez retrouver les graphiques avec, donc il y a les impacts de tous les scénarios, avec bien attention à faire attention à l'échelle et à l'unité. Mais on n'a pas de tableau à vous montrer en direct ici. Dans tous les cas, tout ça, ce sera publié dans l'étude complète sur le site de l'ADEME dans quelques jours. Peut-être pour conclure, que ce soit sur le sujet d'ACV ou de bilan carbone, l'idée, c'est pas vraiment d'évaluer pour évaluer, et c'est encore moins une mesure, c'est pas scientifique, même si c'est critique et c'est basé sur la science. L'idée quand même de toutes ces démarches de bilan carbone d'ACV, c'est vraiment évaluer pour réduire. Donc effectivement, les discussions, on pourrait jouer sur la taille du trait. Est-ce que c'est plus ou moins 10%? Je pense que ça peut être important voilà, sur ça. Mais par contre, l'idée, c'est vraiment d'évaluer pour essayer à la fin d'identifier des leviers de réduction. Et aujourd'hui, on n'a plus le temps en fait de mesurer pour mesurer. Donc c'est vraiment évaluer pour réduire et comment collectivement, tout au long de la chaîne de valeur, on peut finalement diminuer l'impact du côté fournisseur, du côté utilisateur, etc. Je pense que c'est plutôt un mur climatique qui nous attend et c'est plutôt cette question qui devrait être abordée, effectivement. Et après, évidemment, on peut discuter parce que si on est à plus ou moins 50%, là, ça commence à faire beaucoup. Mais voilà, en comptabilité carbone, on peut toujours jouer sur est-ce que c'est plus ou moins 10 tonnes, si c'est 100 tonnes, etc. Mais il faut quand même regarder les grosses masses et identifier des grosses actions de réduction. Donc là, voilà, en tout cas, si vous avez des questions ultérieures, on pourra en fait mettre notre adresse mail aussi et on pourra répondre aux différentes questions. Et en tout cas, on sera heureux de pouvoir échanger en bilatéral si vous avez des débats à ouvrir ou des discussions à avoir. Et en tout cas, avec Julia Meyer, qui malheureusement n'a pas pu être là, on est aussi tout à fait ouvert à parler de cette étude dans d'autres cercles. Merci, au revoir. Merci à tous. Au revoir.